enchaînons après cet état des lieux donc des flux de collecte en Europe avec la météo des marchés. Et nous avons le plaisir de recevoir pour cela Bertrand Lamiel sur le plateau de Smart Bourse. Bonjour Bertrand Lamiel. Bonjour. Vous êtes directeur de Ports en Part Gestion. Si je déduis effectivement ce qu'on a pu voir effectivement sur les flux de collecte sur les marchés depuis le début de l'année, on annonçait 2023 comme l'année de la gestion active. C'est plutôt l'année de la décollecte et de la gestion passive. Quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous constatez sur le mois de juin? Si on rétropédale un tout petit peu, effectivement, on a eu un début d'année qui était plutôt en fanfare, avec une concentration sur les grands indices, et du coup, des grands indices qui sont eux-mêmes hyper concentrés sur certaines valeurs. Le luxe, c'est 25% du CAC 40. Aux États-Unis, on a parlé des 7 valeurs qui composent l'essentiel du Nasdaq. Donc forcément, une gestion active face à ça, au mieux, elle s'aligne, mais c'est difficile d'aller mettre 30, 40, 50% de luxe. Enfin, avoir un portefeuille concentré sur une seule thématique, c'est quand même très dangereux. Bien sûr. Donc forcément, c'était compliqué. Là, sur le mois de avril, mai, juin, on a eu quand même un tassement des performances sur le luxe. Il y avait les incertitudes sur la Chine. Oui. Donc on est peut-être sur un moment à la 2015-2016 où on avait eu un premier grosse inquiétude sur la Chine, et on avait vu à ce moment-là le luxe qui était véritablement stoppé dans son arrêt. On est peut-être en train de revivre ce moment-là. Du coup, ça laisse de la place pour voir arriver d'autres valeurs, d'autres secteurs. Dans notre top 5, le luxe a disparu. D'accord. Il est 6e. Hein. Il n'est pas loin. Il est en embuscade. Mais il est là. On n'est pas dans le flop 3. Par contre, on a vu arriver des dossiers typiques de la consommation. Par exemple, la distribution. On a vu Inditex, donc Zara, ça marche très bien. H&M a surpris tout le monde. C'est bien parti. Et la distribution aux États-Unis, il y a un éléphant, c'est Amazon. Bien sûr. Et donc, il a rejoint le clan des généraux. Et donc là, ça tire aussi. Donc, on voit la distribution qui marche très bien. Et on continue à voir la tech, donc forcément portée par la hype sur l'intelligence artificielle. Donc ça tire et ça continue de tirer très fort. Et il y a un tout petit secteur, mais qui continue à bien performer, c'est voyages et loisirs. Ça doit être 2% des indices mondiaux, donc c'est des choses dont on parle assez rarement. Et pour autant, là, on a un discours sur toute la planète qui est complètement aligné. Et quand on prend l'écosystème global, voyages et loisirs, donc que ce soit des hôtels, que ce soit les avions, constructeurs d'avions, globalement, tout le monde dit ça marche bien. On a un appétit des consommateurs pour aller sur la thématique voyages et loisirs, avec un comportement qui est moins j'achète à la dernière minute, je réserve à la dernière minute, donc des gens en plus qui se donnent de la visibilité, qui réservent à l'avance. Et ça a un effet assez conséquent sur la marge, puisque quand vous savez, en tant qu'opérateur du tourisme, que vous avez du monde à venir, ça vous permet d'ajuster, bien sûr. De vous ajuster. Ça évite le coût en termes de personnel, d'aller chercher du personnel à la dernière minute. Bien sûr, donc plus cher peut-être. Ouais. Voilà, donc ça continue à bien marcher, et on va voir la saison d'été qui se profile, mais globalement, on est sûr d'avoir à peu près des bons chiffres là-dessus. Dans les flops, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans les flops, on a toujours l'immobilier commercial, mais ça, on est on est en flop depuis 2022, donc ça ne redémarre pas, mais rien du tout. Enfin, il y a des sursauts, des sauts de cartes, mais en tous les cas, pas de retournement de tendance. Les matières premières et l'énergie. Oui. Donc on le voit, l'exemple c'est regardons le pétrole, ça a pas mal rebaissé, mais quand on va regarder d'autres, par exemple dans les métaux, le cuivre qui avait été multiplié par 4 est revenu sur ses niveaux, voire légèrement inférieur à 2019. Donc là on voit bien qu'il y a quand même un sujet derrière avec la récession qui se profile, et que globalement il n'y a pas beaucoup de commandes sur le segment là, donc là ça reste compliqué. Ça pour le coup il va quand même falloir surveiller, parce que oui, on a une récession qui arrive, mais au fur et à mesure que le temps passe, d'abord les économistes la repoussent dans le temps, parce qu'elle ne se matérialise pas. Et ensuite, il y a une inversion de se dire, finalement, elle ne sera pas très longue, pas très profonde. Et c'est vrai que quand on regarde d'autres données économiques globales, c'est compliqué. On a un taux de chômage qui est super faible. On s'aperçoit, sur beaucoup de secteurs qui normalement sont des annonciateurs de la récession, on reste avec des chiffres qui sont relativement fermes. Et puis, on a le taux de chômage qui est relativement faible. Il est aussi lié à une composante démographique qui fait qu'il y a moins de gens qui rentrent sur le marché du travail, et il y en a beaucoup qui en sortent. Donc dans ce cadre-là, on a des gens qui sont en poste, qui ont eu des augmentations et qui en voient se profiler d'autres, parce qu'on reste dans un contexte d'inflation relativement élevé. Ouais. Et ça, c'est plutôt booster pour la consommation. Et la consommation, c'est 60% du PIB minimum.
Donc là, on est quand même dans... C'est ça qui rend l'analyse un peu difficile avec ce qu'on a eu dans le passé, parce que on a une banque on n'a pas les mêmes données, pas le même contexte, effectivement. On a une banque centrale qui monte les taux pour combattre l'inflation et qui va jusqu'à potentiellement créer une récession demain. Bien sûr. Ce qui n'était jamais le cas. D'habitude, on avait des banques centrales qui montaient les taux parce qu'on avait une économie qui était en train de s'emballer, mais il n'y avait pas de récession. Alors, ça pouvait, à la fin... La montée de taux trop créer une récession, mais en tous les cas, dans cette période de montée de taux, on ne parlait pas de récession. Et c'est là où c'est compliqué, c'est probablement aussi ce qui brouille la vision pour les investisseurs qui se mettent, par exemple, sur le mois-ci, qui ont dégagé globalement la santé, l'agroalimentaire et les télécoms, donc ils sont plutôt du défensif, qui ont perdu de l'ordre de 4 à 6% sur le mois, et qui sont allés chercher du risque de l'autre côté, mais pour autant dans un mouvement de décollecte, et sans aller chercher sur les mid et les small cap. Donc il y a quand même un petit peu de prise de risque, mais très ciblée. Il y a de la prise de risque, mais très ciblée, probablement avec cette logique, c'est liquide, je peux sortir rapidement, donc je prends du risque, mais pas encore avec la volonté de m'engager dans la durée. On était, petite remarque, on était dans un phénomène de banque centrale qui, a priori, était en mode pause. Et on se rend compte que finalement, elles ont toujours les deux pieds sur le frein, à la fois hausse des taux et diminution du bilan. Donc, ce qui fait que ça redonne un peu d'inquiétude aux investisseurs. Ils sont un peu rattrapés, en fait, par ces déclarations de banque centrale. On a Christine Lagarde récemment. Donc, du coup, ça n'incite pas à prendre du risque. Donc, on voit qu'on est un petit peu entre les deux. Le CAC 40 doit faire 7003 depuis plusieurs mois et le taux 10 ans américain doit être à 3,81 depuis plusieurs mois. On est un peu en lévitation, en stand-by sur l'ensemble des marchés. Bertrand Lamiel, un mot sur la participation. Justement, on a parlé de la collecte. Vous constatez là aussi que la participation est en recul sur les marchés ? Oui, alors on a toujours donc la participation, c'est le nombre de titres le pourcentage de titres qui sont en tendance haussière déclarée. Et on reste sur des niveaux très faibles. On était remonté à 25-30, on est redescendu à 21. Enfin, on voit que ça a du mal à enclencher. Et ça traduit aussi le fait que pour avoir, normalement dans un marché haussier bien installé, on a une participation qui est très largement supérieure à 50%. Oui. Dans les périodes de tension et au moment où on va repartir en tendance baissière, on peut même monter à 90%. D'accord. Donc vous voyez bien que 20 ou 30, c'est quand même très faible. Et en fait, c'est une autre façon de regarder cette concentration sur les grandes capis. Parce que sur les grandes capis, la participation elle est déjà à 50%. Par contre, effectivement, sur la classe des capitalisations moyennes et des petites capitalisations, là, on est sur des participations très faibles. C'est-à-dire que les investisseurs se concentrent sur la partie haute de la cote. Donc hors méga cap, le marché est en pause, c'est ce qu'il faut comprendre ? Exactement. Et en dessous, ils vont pas chercher. Et c'est là où le ressort continue de se tendre, parce que pour le coup, quand on regarde les fondamentaux, quand on regarde les perspectives et quand on regarde la valorisation, on a des perspectives de croissance plus fortes sur le segment des petites et des moyennes capitalisations et des niveaux de valorisation très largement inférieurs aux grandes capis. Et donc, quand on regarde cet écart, on est sur une moyenne plus 2 écarts types. Donc, je veux dire, là, à un moment donné, ça va se retourner. Enfin, je n'imagine pas on ne pourra pas continuer à aller à cette vitesse-là. Reprenons le luxe. On a des performances de l'ordre de 30% sur l'année, avec des niveaux de valorisation qui sont extrêmement tendus. Donc, à un moment donné, je pense que les investisseurs vont quand même se dire, OK, là, c'est pas mal. Donc, ça va peu dire qu'on va shooter le luxe et que ça va baisser, mais globalement, c'est peut-être une grande pause sur ce segment-là. D'accord, ouais. Et potentiellement, peut-être aussi sur les grandes tech américaines, pour aller exploiter un gisement où il y a plus de croissance et moins de valorisation. Donc globalement, et qui pour le coup aujourd'hui n'est pas pas du tout, très peu exploré, très peu sollicité. Aux États-Unis, qu'est-ce que vous constatez sur le mois effectivement en matière de performance, participation, un petit point US? Participation, donc voilà, c'est essentiellement les grandes caps qui tirent. Pour autant, il y a quand même des beaux parcours sur des dossiers moins en vue, et souvent c'est des dossiers globalement qui ont dans la tech, une base installée de clients relativement importante, les poches pleines, donc qui vont pouvoir investir, qui commencent à investir dans justement l'intelligence artificielle, bien sûr, pour pouvoir doper leurs produits. Et là, pour le coup, je pense que ces situations qui sont de l'oligopole, voire du monopole dans certains cas, ça ne va pas s'arranger. Enfin, ça veut dire que ça va être très compliqué d'être un numéro 2 ou un numéro 2 ou numéro 3 derrière, par exemple, un géant comme Adobe avec donc les PDF qu'on connaît, mais aussi les Photoshop. S'ils remettent une couche, et c'est ce qu'ils sont en train de faire d'intelligence artificielle derrière, le produit va devenir encore plus smart, encore plus facile à utiliser pour les utilisateurs. Bien sûr, ouais. Donc si vous êtes derrière en challenger, là pour le coup, ça va être très compliqué de venir les déloger. Donc ce qui explique aussi que on va avoir probablement encore une concentration des investissements sur ce type de valeur, et que pour l'instant, le marché ne va continuer probablement à ne pas regarder la case valorisation.
2023 aurait pu être l'année de la value. Ce sera finalement le retour de la croissance, Bertrand Lamiel. Il y a match. Il y a match, ouais, c'est ça. Oui, alors il faudra voir justement quand on va descendre sur les mid et les small caps, où on va plutôt trouver des valeurs de croissance. C'est des sociétés qui n'ont pas encore complètement embrassé tout leur marché, donc qui ont des flux de croissance, enfin des croissances de chiffre d'affaires qui sont généralement plus grands que les valeurs de grande capitalisation. Donc oui, effectivement, alors, il y a des choses très bien dans la value qui peuvent performer, mais il est probable que sur un indice value versus grosse, on va revenir une tendance sur la croissance. Donc si je comprends bien, une année difficile ou en tout cas constatée à mi-parcours pour la gestion active, mais l'expertise du stock picker reste plus que jamais nécessaire dans un marché comme celui-là. Dans un deuxième moment, si on se dit que les grandes valeurs calent parce que globalement ça commence à être cher et il y a une performance qui est déjà extrêmement honorable depuis le début de l'année, oui, il faudra aller chercher en dessous, et ça c'est des valeurs qui ne sont pas dans les indices, et là normalement la gestion active doit pouvoir faire la différence, mais bon, pour l'instant, c'est un vœu. Il va encore falloir que ça. Bien sûr. Et d'éviter les bulles, on l'a vu avec le ESG, les éoliens. Enfin, il y a une... Oui. Donc il y a des accidents. Hein. Il y a plein de choses qui sont intéressantes avec un véritable potentiel. Il manque juste l'étincelle pour que ça puisse partir. Mais après un bon premier semestre, statistiquement, on a toujours un bon deuxième semestre. Pas forcément aussi fort en termes de performance, mais statistiquement, ça continue à monter sur la deuxième partie de l'année. Merci beaucoup, messieurs. Merci Bertrand Lamiel, directeur de Ports en Part Gestion, pour cette météo des marchés. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h en direct pour la grande édition de Smart Bourse.